Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Donc aujourd'hui, on va aborder une vaste question avec un tout petit point de vue. Vous allez le voir, c'est sur les questions de santé mentale et plus exactement de genre et santé mentale. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur l'exemple de la dépression et je vais essayer de vous proposer une lecture sociologique des enjeux de santé publique autour de la dépression. Et plus précisément, je vais me centrer sur les questions de survenue de la dépression, comment survient la dépression, quels sont ce que les épidémiologistes appellent les facteurs de risque de la dépression, en me centrant plus précisément sur, avec un regard sociologique, donc sur les logiques sociales qui favorisent la survenue de la dépression. Et puis dans un second temps, je ne la vois pas, mais elle doit arriver d'une seconde à l'autre si son train n'a pas trop de retard. On aura une intervention de Camille Lancelevey, qui est, la voilà. Bonjour Camille, qui est sociologue, spécialiste des questions de santé mentale, des inégalités de santé mentale, et qui va faire une intervention un peu particulière sur la thématique, puisque ça va porter sur la question de la prison et de qu'est-ce que signifie sociologiquement la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles mentaux et en particulier de pathologies psychiatriques dans l'enceinte particulière qu'est la prison. Et voilà, c'est parce que pour celles et ceux qui ont vu un peu le panorama des cours que je propose, l'idée c'était vraiment de traiter non seulement plusieurs questions de santé, hein, vous avez vu, j'essaye de balayer, c'est évidemment pas exhaustif, et aussi qui s'appuie sur différentes méthodes, même si moi-même je sollicite très souvent les enquêtes quantitatives et les travaux sociologiques qualitatifs d'entretien ou d'observation. Et puis aussi qui portent sur différentes populations. On a vu par exemple l'exemple de la Seine-Saint-Denis avec leur Pity l'autre jour. Là, on va voir la question des personnes qui sont privées de liberté. Et puis on verra aussi les professionnels de santé plus directement dans une intervention sur l'avortement. Donc voilà, c'est toujours dans ce cadre-là que les leçons se situent. Alors, sur donc la question de la santé mentale, comme vous le savez, qui est grande cause nationale de santé. Ce qu'on peut dire, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les dimensions historiques, mais ce qu'on peut quand même souligner, c'est que le trouble psychique est aujourd'hui une question sociale, politique et médicale, et qui concerne toutes les institutions, à l'opposé de ce qui se passait jusqu'au XIXe siècle et la première moitié du XXe, où il était relégué dans les institutions de la folie, entre guillemets, et les murs de l'asile, comme le rappellent Alain Ehrenberg et Anne Lovell dans un ouvrage paru récemment qui s'appelle « La maladie mentale en mutation » et qui est extrêmement intéressant, donc je vous conseille la lecture. Toujours est-il que la prise en charge des troubles psychiques s'inscrit dans un mouvement général de médicalisation, comme j'avais eu l'occasion de le dire. La médicalisation, définie d'après Conrad, qui se définit comme un processus social qui consiste à donner une dimension médicale à des conceptions, à des pratiques qui jusque-là n'étaient pas socialement appréhendées comme telles. Et cette médicalisation, elle est de plus en plus marquée dans les sociétés contemporaines et elle touche notamment les enjeux de santé mentale et notamment la dépression. Alors, parmi toutes les questions qui peuvent être soulevées par une approche sociologique en santé mentale, je vais uniquement me centrer aujourd'hui sur donc, une analyse de la survenue de la dépression au prisme du genre. Comme vous allez le voir dans un instant, en France comme dans de très nombreux pays, pour ne pas dire dans tous les pays qui disposent de données, les femmes paraissent beaucoup plus concernées que les hommes à tous les âges par ce problème de santé. Et je ne traiterai qu'indirectement les enjeux liés à la prise en charge par le système de santé qui pourraient faire l'objet d'une séance à elle seule. Mais voilà, j'ai décidé de centrer cette intervention d'aujourd'hui sur les conditions de survenue. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur des données épidémiologiques et de santé publique au niveau européen, et puis avec un focus sur la France. Et puis je vais m'appuyer aussi sur un travail qu'on a réalisé avec Camille Lancelevey il y a quelques années pour déposer un projet de recherche avec quelques collègues, précisément sur le genre de la dépression.
et puis évidemment sur la littérature nationale et internationale. Alors plus précisément, je vais faire une rapide introduction sur la définition de la dépression. Ensuite, on verra quelques objectifs de cette séance plus précisément, la cartographie sociale de la dépression, et puis le cœur de la séance autour de la production sociale du genre de la dépression. Alors le cadre problématique, vous le connaissez, c'est celui que j'ai exposé dans la leçon inaugurale, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais l'idée, c'est que ces inégalités de santé, elles se produisent dans une logique de parcours et dans une logique cumulative. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux conditions de vie et de travail qui sont à l'origine des positions, des sentiments de mal-être, du mal-être comment on passe ensuite du mal-être à la dépression, et puis comment toutes les représentations qu'on peut avoir dans ce domaine modèlent également les enjeux d'accès aux soins et de traitement. Je ne parlerai pas de mortalité dans ce domaine, j'en dirai juste un mot. Alors, les objectifs, donc, c'est comment les conditionnements de genre, mais vous le verrez, mais aussi les conditionnements sociaux, contribuent à orienter la façon dont les femmes et les hommes sont exposés différemment aux troubles dépressifs. Comment ils et elles se représentent leur situation et se reconnaissent comme malades, et ont ou non recours au système de soins, et comment les réponses des professionnels de santé se construisent différemment selon le sexe des patients. Donc rien de nouveau, mais vous avez compris mon objectif secret, qui n'est pas si secret que ça d'ailleurs, c'est de vous montrer que, quelle que soit la question de santé qu'on examine, on est toujours dans cette cadre analytique et qui permet de montrer justement les similitudes, les logiques fondamentalement communes aux différentes questions de santé dès lors qu'on cherche à comprendre comment se construisent les inégalités. Alors, vaste question, quelle est la dépression? Donc, comme je suis directrice de recherche à l'INSERM, voilà, j'ai pris la définition qui a été donnée par mon institut de recherche, qui est le plus grand institut de recherche en France sur les questions de santé. Et d'après le site de l'INSERM, donc, un premier point à distinguer, c'est la nécessité de distinguer justement dépression et déprime. Dépression au sens trouble dépressif caractérisé. Donc ce sont deux concepts qui sont souvent confondus alors qu'ils renvoient à deux réalités différentes. D'un côté, la déprime qui correspond à un moment de blues, de tristesse, de découragement, de manque d'entrain, et de l'autre, la dépression qui, elle, est par définition associée à un dysfonctionnement social et à une souffrance personnelle majeure qui peut avoir des conséquences parfois lourdes en termes de fonctionnement social, de santé et même de décès, le risque de suicide étant particulièrement élevé pour les personnes qui sont confrontées à une dépression. On estime ainsi qu'il est multiplié par 30 au cours de l'épisode dépressif et que 10 à 20% des personnes qui souffrent de cette maladie meurent des suites d'un suicide entre guillemets réussi. Et évidemment que ce chiffre varie selon la façon, les conditions dans lesquelles les personnes peuvent être prises en charge. Dépression n'implique pas du tout automatiquement suicide. N'empêche qu'il y a bien là un lien très fort entre ces deux questions de santé. Alors, d'après l'INSERM, toujours quelques mots sur l'origine de la dépression. Et c'est important parce que vous allez voir que cette conception qui est très fortement biomédicale joue beaucoup en santé publique, notamment dans la façon de mesurer, d'appréhender ce que c'est que la dépression et donc de caractériser les enjeux de santé publique et donc de mettre en place des politiques de prévention adaptées à la prévention de cet épisode particulièrement problématique. Alors, l'INSERM, sur son site, distingue des facteurs de risque qui renvoient à des situations et des événements de vie, c'est-à-dire un décès, une perte d'emploi, une séparation, dont on a montré dans de nombreuses études que ces événements de vie étaient associés à un risque accru de dépression. Néanmoins, vous le savez, et les études bien évidemment le confirment, toutes les personnes qui sont exposées à ce type d'événement ne développent pas la maladie dépression. Et cette disparité suggère une susceptibilité individuelle à la dépression. Et je vous passe toute la définition importante, mais en tout cas, ce qui est intéressant à souligner, c'est que s'appuyant sur des résultats d'études et sur la vulnérabilité génétique qui sont soutenus par des données épidémiologiques, l'INSERM parle donc d'interaction entre gènes et environnement. Et on a aussi, d'après l'INSERM, une autre série de facteurs très importants à considérer, ce sont les facteurs dits neurobiologiques.
Et on a notamment pendant de nombreuses années considéré qu'un défaut de la neurotransmission médiée par la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine a longtemps été avancé comme constituant le mécanisme fondamental à l'origine de la maladie dépressive. En réalité, depuis quelques années, des études ont montré que cela ne suffisait pas pour expliquer la maladie et que le rôle de d'autres neurotransmetteurs a été identifié et que la balance entre glutamate et GABA a notamment été décrite comme déterminante. Alors, je ne vais pas rentrer dans la finesse de cette analyse des déterminants neurobiologiques, mais en tout cas, c'est pour vous montrer à quel point la dépression est présentée comme certes dépendant des situations de vie, mais impliquant des dérèglements des facteurs neurobiologiques qui favorisent la survenue de cette dépression. Alors, ce que je voudrais questionner, c'est cette approche-là, en tout cas, la questionner surtout en vous montrant qu'une lecture sociologique donne à voir une toute autre image, entre guillemets, une toute autre image des conditions de survenue de cette dépression. Les approches ne sont pas, elles sont vraiment complémentaires et vous allez le voir que sociologiquement, les sociologues insistent beaucoup plus sur une lecture des facteurs, des normes qui favorisent la survenue d'un épisode dépressif. Alors, quelques éléments, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas tant que ça, sur la cartographie sociale de la dépression, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire le 3 avril dernier, c'est très important aussi de cibler, de caractériser quantitativement un phénomène pour comprendre son évolution dans le temps et ses variabilités selon les caractéristiques sociales des personnes, ce qui permet de soulever un certain nombre d'hypothèses, étant entendu évidemment que s'il n'y avait aucun facteur social lié à la survenue de la dépression, on aurait une distribution complètement aléatoire selon l'âge, le sexe, la position sociale, le niveau d'études, l'appartenance raciale, tout ce que vous pouvez imaginer comme critères variables sociodémographiques. Alors, vous avez ici une cartographie du taux de dépression en Europe par pays en 2019. Et c'est basé sur une enquête européenne et qui s'appuie sur un indicateur de mesure de la dépression sur lequel je vais revenir dans un instant. Et vous voyez qu'il y a une grande variabilité selon les pays, que la France détient le triste record de la prévalence la plus élevée, étant entendu que ces données s'appuient sur des déclarations dans les enquêtes de santé et qu'il peut y avoir toujours des perceptions différentes selon les pays, selon les cultures, de ce que c'est qu'un épisode dépressif, et plus exactement en répondant à la fameuse échelle de dépression sur laquelle je vais revenir. Mais là, c'est déjà pour vous montrer que il y a des pays dans lesquels on n'a pas de données, et puis il y a cette variabilité importante selon les pays. Ce qui est intéressant à souligner ici, vous avez, selon les zones européennes, vous avez les différences femmes-hommes. Les femmes, c'est des petits, je sais pas comment, un losange, c'est ça un losange, hein, oui, enfin un carré inversé. Et les hommes, c'est un triangle. Et vous voyez, et je vais essayer de vous le montrer. Hop, ça marche. Donc là, ce sont les hommes, et là, ce sont les femmes, et là, ce sont les hommes. Là, donc vous avez par classe d'âge à chaque fois, et vous voyez que quelle que soit la classe d'âge considérée et quasiment quelle que soit la zone géographique considérée, les femmes rapportent systématiquement plus, en répondant à cette échelle de dépression, rapportent systématiquement plus d'états dépressifs caractérisés que ne le font les hommes. Et les données sont les mêmes quand on regarde ce qui se passe au Canada et aux États-Unis. Je n'ai pas eu le temps de regarder dans le monde entier. D'abord, il n'y a pas des données dans le monde entier, mais en tout cas, c'est vraiment une constante. Les femmes, avec des gradients plus ou moins importants selon les pays ou selon l'âge, mais systématiquement, les femmes rapportent plus de dépression que ne le font les hommes du même âge. Alors, sur ce tableau-là un petit peu compliqué, mais qui est néanmoins intéressant, c'est toujours basé sur la même enquête, ce sont les facteurs qui sont associés, alors ils ont mis dans le titre déterminant la prévalence de la dépression chez les 15-24 ans. Il y a tous les groupes d'âge, donc je vais vous les passer, je vais juste me centrer sur les plus jeunes et les plus âgés. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à lire ici, c'est alors vous pouvez distinguer selon les différents continents à chaque fois, zone géographique, mais si vous regardez la colonne ensemble, ça veut dire que, par exemple, en moyenne, il est parti où?
Ah, il est là. En moyenne, pardon, les hommes déclarent, il y a un écart de 1,8, parce que c'est selon qu'on ajuste ou pas, mais prenons que cette colonne-là qui tient compte des autres facteurs. Les hommes, donc on confirme que les hommes déclarent moins de dépression et que ça n'est pas lié à l'âge, à leur moins bon état de santé, à leur différence de revenus, etc. Et vous avez aussi les personnes qui ont un niveau de soutien social modéré ou élevé, par rapport aux personnes qui ont un niveau faible, sont moins touchées par la dépression, de même que les personnes qui ont un état de santé moyen ou mauvais sont plus touchées que les personnes qui ont un bon état de santé. Vous avez une différence selon le revenu aussi, et les personnes les plus aisées déclarent moins d'épisodes dépressifs que les hommes, que les personnes les plus pauvres, etc., etc., etc. Et puis vous avez aussi un facteur lié au fait de vivre seul ou pas. Quand on vit seul, on est plus touché par la dépression. Alors, et ça se retrouve dans quasiment tous les pays. Chez les personnes les plus âgées, je vais par souci de temps ne pas vous relire tous les chiffres, mais on retrouve des facteurs extrêmement associés également, sauf le niveau de revenu qui ne joue plus chez les personnes les plus âgées. Alors, si on fait une petite focale sur la France, c'est intéressant ici parce que là, vous avez la dimension un peu dans le temps, même si les données ne sont pas si anciennes que ça, mais en tout cas, vous pouvez voir entre 2005 et 2021 avec la prise en compte absolument nécessaire du Covid-19, dont on a dit, redit, à juste titre d'ailleurs, que cette pandémie avait affecté beaucoup la santé mentale de la population et notamment des jeunes, parfois d'ailleurs jusqu'à attribuer les problèmes de santé mentale chez les jeunes uniquement au Covid-19, à la pandémie du Covid-19, aux difficultés de confinement, aux difficultés liées à la perturbation des études, etc., etc. Et on peut voir en fait sur cette diapositive que cette augmentation, donc le bleu clair, là, enfin le plus pâle, c'est 21. Donc c'est juste au lendemain de la pandémie, hein, qui a commencé fin 2019, comme vous le savez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que la dégradation de l'état de santé mentale a précédé l'arrivée de la pandémie de Covid. On n'avait pas un bon état de santé qui soudainement s'est dégradé avec la pandémie. Ce qui est vrai, c'est que la pandémie a accéléré les problèmes de santé mentale, mais néanmoins, ces problèmes préexistaient à l'arrivée de la pandémie. Et quand on regarde de manière un peu plus détaillée, sur des données qui ne sont pas encore publiées, ce qu'on voit, c'est que finalement, un événement très marquant a été la crise économique de 2008. Et à partir de la crise économique de 2008, on voit une dégradation, notamment de l'état de santé mentale chez les plus jeunes. Voilà, c'est juste pour situer, non pas pour dire que la pandémie n'a eu aucun effet sur la santé mentale, mais qu'elle a accentué, accéléré des événements qui favorisent la survenue d'une dépression, peut-être aussi des événements déclaratifs, une plus grande facilité à en parler aujourd'hui qu'avant, et que l'événement de la crise économique de 2008 a été extrêmement important. Là, plus précisément, vous avez, entre 2014 et 2021, vous avez une distinction ici sur les données qu'on a produites dans le cadre de l'enquête EPICOF dont je vous ai déjà parlé à multiples reprises, donc je ne reviens pas sur les enjeux méthodologiques de cette enquête, mais on a montré avec des collègues de l'adresse, et notamment Jean-Baptiste Azot, que en reprenant dans le temps ce qui s'est passé, vous voyez, 2019, mai 2020, novembre 2020, juillet 2021, qu'on a ce pic ici dans l'ensemble de la population en mai 2020, et qu'ensuite la situation se rétablit, même si elle reste encore à un niveau élevé. Mais vous voyez qu'il y a vraiment eu un pic au moment de l'épidémie, mais qui ne s'inscrit pas de manière inexorable dans le temps, même si la santé mentale reste toujours un enjeu extrêmement important. Quand on regarde toujours à partir de ces mêmes données, de l'enquête EPICOF, en France, donc en 2021, donc au sortir de la phase aiguë de la pandémie, on voit les syndromes dépressifs qui sont quand même très liés au niveau d'études, et que les personnes sans niveau d'études ont des taux de déclaration de symptômes de syndrome dépressif beaucoup plus élevés que les personnes les plus diplômées. Vous avez aussi un effet de revenu très marqué, puisque les personnes les plus pauvres, vous le voyez, ont des taux beaucoup plus élevés, plus de 15% par rapport aux personnes les plus riches qui se situent autour de 8%.
Et puis, vous avez un effet très net de la situation économique qui est mesurée ici à travers une variable subjective qu'on utilise dans toutes les enquêtes. Alors, parce que mesurer la position économique à travers des indicateurs dits objectifs, c'est extrêmement compliqué si on ne veut pas s'en tenir uniquement au niveau de salaire, mais si on veut regarder aussi tous les capitaux patrimoniaux dont on sait qu'ils sont extrêmement importants et plus élevés que les revenus du travail et qui sont en plus très inégalitaires et de plus en plus entre les femmes et les hommes. Et là, je vous renvoie aux travaux de mes collègues sociologues qui ont publié un livre remarquable qui s'appelle « Le genre du capital ». Et j'ai un trou, Céline Bessière et Sybille Golac. Bref, tout ça pour dire qu'on utilise souvent en santé publique un indicateur plus subjectif, mais dont des travaux d'économistes ont montré qu'il était très lié aux ressources financières objectives. Et voilà. Donc vous voyez que les personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas y arriver sans faire de dette ont des taux de syndrome dépressif extrêmement élevés. La question de l'emploi, on voit que les personnes en chômage ont beaucoup plus de déclarations de syndrome dépressif que les autres. Il y a toujours autour de la question d'emploi et santé mentale, emploi et dépression, une question assez compliquée parce que est-ce que c'est le travail qui rend malade ou est-ce que c'est parce qu'on est malade qu'on ne peut pas travailler? Vous allez le voir, c'est une question qui est débattue de très longue date en sociologie et en économie de la santé. En fait, les deux, et je vais revenir dessus dans un instant. Et puis vous avez aussi un effet de la position raciale, ici, avec les personnes qui sont originaires de pays de première ou deuxième génération qui ne sont pas originaires d'un pays européen, qui rapportent des taux de dépression plus élevés. Et puis cet effet connu, toujours couple avec enfant. Alors, est-ce que le couple et les enfants, ça protège de la dépression? Quand on est en couple sans enfants, c'est pareil, donc c'est peut-être pas la peine de faire des enfants, même si ce résultat va pas plaire aux politiques actuelles sur le nécessaire réarmement démographique. Sérieusement, c'est une question qui a été très débattue, de très longue date, déjà par Émile Durkheim dans son travail sur le suicide, son fameux travail sur le suicide. Et si cette question vous intéresse, je vous recommande la lecture d'un ouvrage, d'un article absolument remarquable qui s'appelle le mal-être a-t-il un genre, de Anne-Sophie Cousteau et Jean-Louis Pansecoun, qui est paru dans la Revue française de sociologie et qui décortique tous ces enjeux-là de manière très intéressante. Toujours est-il que être seul sans enfant ou être seul n'est pas associé favorablement à l'absence de dépression, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, maintenant, ce que je voudrais discuter, c'est finalement, je vous ai montré des chiffres, c'est très scientifique. Les chiffres, ça donne toujours une apparence de scientificité. Je viens de dire moi-même que c'était important d'avoir des chiffres pour cartographier socialement une question de santé. Je répète ça à chaque leçon. Mais je voudrais aussi, à travers l'exemple de la dépression, vous inviter à avoir un regard très critique sur les indicateurs qu'on utilise pour mesurer un phénomène. Et en l'occurrence, l'exemple de la dépression est un très bon exemple pour vous montrer à quel point il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on fait quand on mesure un chiffre, quand on produit des chiffres. Vous savez que la production scientifique n'est pas neutre, comme le rappelait Pierre Bourdieu. Alors il a rappelé beaucoup de choses, Pierre Bourdieu, donc on le cite beaucoup, mais il y a d'autres gens avant qui l'avaient montré. Mais en tout cas, comme il l'a rappelé dans sa leçon inaugurale, donc je me sens obligée de le citer vu les lieux. Mais en tout cas, cette production scientifique, elle n'est pas neutre. Et on l'a vu d'ailleurs très récemment dans la question, la semaine dernière, sur la question de la prise en charge, est-ce que l'infarctus du myocarde a un genre? Alors, ces classifications, là, je vais revenir sur celle la plus connue. En tout cas, les classifications pour mesurer la dépression, elles ont pour objectif de permettre aux médecins et aux autres professionnels de parler des mêmes réalités, d'échanger et de faire de la recherche sur des entités bien définies, facilitant ainsi l'évolution des connaissances, même si les controverses autour de leur pertinence et notamment de la distinction entre le normal et le pathologique, en Guilhem, restent très vives, et je vais revenir sur ce point. Mais toujours est-il que la définition de l'Association américaine de psychiatrie élabore depuis 1952 les versions successives du DSM pour l'anglais, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, qui vise à proposer une définition pour chaque trouble psychiatrique.
Donc cette définition est critiquée, je vais revenir, mais en tout cas, elle fait référence dans tous les travaux sur le domaine. Et elle est aujourd'hui devenue une véritable référence mondiale dans le domaine de la psychiatrie. Alors, je vous présente cette définition ici qui dit que donc, parmi la liste des 8 symptômes répertoriés, les individus qui ont expérimenté 5 de ces symptômes pendant au moins 2 semaines et au moins un des symptômes devrait être soit depressed mood ou loss of interest or pleasure. Ce que je voudrais juste vous montrer ici, c'est que une première analyse, on va revenir de manière plus détaillée, mais une première analyse montre déjà que dans la liste des symptômes, alors je ne vais pas tous les traduire, mais je vais traduire ceux que j'ai surlignés en bleu, dans la liste des symptômes qui sont proposés, il y a une dimension qui est très genrée. Par exemple, le fait de perdre du poids et d'avoir un appétit moins important ou au contraire une hausse d'appétit est quelque chose qui est très genré au sens où les femmes et les hommes ne réagissent pas du tout de la même façon par rapport à l'alimentation. Non pas forcément dans un clivage binaire, les femmes font attention à leur physique et les hommes pas du tout, mais le rapport à l'alimentation est extrêmement genré, comme le montrent toutes les études sur le sujet en sociologie. Là, le symptôme numéro 5, fatigue or loss of energy nearly every day. On sait, par tout un tas d'études, et j'y reviendrai, que les femmes sont beaucoup plus confrontées à la fatigue que les hommes, de par leur double, voire triple journée qu'elles assument entre leur activité professionnelle d'un côté et puis le travail domestique et le travail de prise en charge de l'éducation des enfants de l'autre, même si les choses ont évolué dans ces dernières années, mais un livre qui vient de paraître, que je vous citerai tout à l'heure, montre que les écarts restent très importants. Et puis le dernier, c'est l'idée de recurrent thoughts of death, donc des pensées qui reviennent sur la mort, sur des idées de suicide, même si on n'a pas de plan particulier, ou des tentatives de suicide, ou de mettre en place des plans pour se suicider. Et je vais revenir là-dessus aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement genré. Les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes font plus de tentatives de suicide, mais les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes, et les sociologues proposent une lecture de cette dimension très genrée du recours au suicide qui, vous allez le voir, est extrêmement intéressante pour comprendre les différences. Toujours est-il que beaucoup d'échelles en santé publique s'appuient sur cette définition de l'American Society for Psychiatry, l'association américaine de psychiatrie, et qu'elles sont utilisées dans beaucoup d'enquêtes. Alors il y en a plein qui peuvent être utilisées. Celle-ci est celle qui a été utilisée pour les données que je vous ai montrées de l'enquête européenne. Et c'est le PHQ9. Alors normalement, c'est le PHQ9 qu'on appelle, c'est psychiatrique. Je ne sais même plus quel est l'acronyme du PHQ, mais bon, peu importe. Là, vous avez le Brief Patient Health Questionnaire. Donc, et vous voyez qu'on demande aux personnes, dans les 4 dernières semaines, combien de fois avez-vous été perturbé par les problèmes suivants ? S'interroger sur sa santé, votre poids how you look, comment votre look, quoi. La question du désir sexuel ou du plaisir sexuel, les difficultés avec votre mari, femme, votre amoureux, votre petit copain. Le stress de prendre en charge les enfants, les parents ou les autres membres de la famille. Le stress pendant le travail, outside, en dehors de la maison ou de l'école, des problèmes financiers, etc., etc. Alors, et puis thinking or dreaming about something terrible, quelque chose qui vous est arrivé dans le passé. Là encore, vous voyez que les items proposés sont extrêmement genrés. Le fait de se préoccuper de son look, c'est beaucoup plus un enjeu féminin. La question des désirs sexuels, on verra ça dans une séance sur la sexualité et la santé sexuelle, c'est extrêmement genré. La construction d'avoir du désir ou des attentes sexuelles est quelque chose d'extrêmement genré. Le stress de prendre soin des enfants, des parents ou d'autres membres de la famille, c'est extrêmement genré également. Donc vous voyez qu'on pourrait continuer la liste et aller plus loin, mais en tout cas, ce que vous voyez bien ici, c'est que cette question des échelles, finalement, elle propose comment dirais-je,
elle s'appuie sur des symptômes qui sont très genrés, et donc, logiquement, on arrive à ce que les femmes puissent être plus souvent cataloguées comme étant dépressives que les hommes ne le sont. C'est aussi assez classiste au sens où un certain nombre de ces données-là ne sont pas financial problems or worries. Si vous voyez que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir, enfin c'est pas donné, ça ne concerne pas tout le monde que d'avoir des problèmes financiers ou des inquiétudes dans ce domaine. Alors, ce que souligne dans un article récent Camille Lancelet et Anne-Sophie Vosary, c'est que la dépression, finalement, apparaît comme une pathologie davantage féminine, précisément parce que la catégorie nosographique telle qu'elle est constituée décrit une modalité plus souvent féminine d'expression de la souffrance psychique. Et ça, c'est... Je cite ce qu'elles disent dans leur article, c'est extrêmement important, je reviendrai là-dessus, parce que finalement, c'est des catégories d'expression d'une souffrance et d'un mal-être, et ces expressions sont elles-mêmes genrées. Et quand on utilise ce type d'échelle, eh ben, on surévalue, on crée une différence entre les problèmes des femmes et les problèmes des hommes, et par là même, vous me voyez arriver avec la question de la sous-estimation des problèmes dépressifs chez les hommes, qui vont se retrouver avec des scores moins élevés. Alors, cette classification et toutes celles qui en découlent, il y en a même une autre, je ne vais pas toutes vous les présenter, il y en a même une autre qui demande si on a moins de plaisir à lire le journal le soir quand on rentre. Bon, vous voyez que qui lit le journal... bon, enfin voilà, tout ça pour vous dire que ces dépressions, ces symptômes, je dirais, qui ont été conçus par des psychiatres, sont éminemment marqués socialement. Donc il y a eu beaucoup de critiques de la part de psychologues et de psychiatres et de sociologues français et étrangers, notamment sur la prétention athéorique, neutre et apolitique de ces échelles, et je pense en particulier aux travaux de Didier Fassin et Reichmann dans une publication de 2007. Ce que soulignent de nombreux d'auteurs, c'est que les désignations et le rapport au trouble mental ont des aspects politiques, et les discours sur la souffrance psychique sont des enjeux collectifs qui peuvent également prendre une allure idéologique. La santé mentale et plus largement les dispositifs de gestion des sujets psychiquement troublés peuvent être considérés comme des terrains où se révèlent de manière particulièrement lisible ce que Michel Foucault a nommé les tactiques de gouvernementalité. Et donc on voit là l'enjeu majeur, sur lequel je vais revenir tout de suite, de la dimension éminemment politique et sur lequel Camille va revenir dans un instant, de la prise en charge de la dépression. Alors il y a d'autres dimensions d'élaboration de la DSM qui ont été critiquées, et là je renvoie à un article qui vient de paraître dans la revue Prescrire, qui s'appelle DSM, donc la définition de l'américaine Société de psychiatrie. L'article s'appelle DSM, toujours malade de liens d'intérêt. Et ils ont montré dans cet article, enfin, il faut une revue de la littérature en s'appuyant sur des données, des publications scientifiques, le caractère arbitraire de la création ou de la suppression de certains troubles mentaux. Parenthèse, je rappelle que l'homosexualité était considérée comme une pathologie psychiatrique jusqu'en 1973, d'après cette société savante, et d'ailleurs jusqu'en 1992 en France. Alors, ce que critique aussi un certain nombre d'auteurs dans des publications, c'est la multiplication des caractéristiques présentées comme des troubles mentaux, dont le nombre est passé de 180 dans la deuxième version publiée en 1968 à 350 dans celle publiée en 1994. Et par ailleurs, ce que souligne un certain nombre d'auteurs, c'est la mainmise des firmes pharmaceutiques sur son élaboration et sur sa diffusion qui pousse à une médicamentation excessive de la santé mentale. Vous savez que la France, je crois, détient le triste record de consommation de psychotropes, peut-être avec l'Argentine d'ailleurs, qui est le pays où il y a le plus de psychiatres au monde. Toujours est-il que la présence de conflits d'intérêts de certains membres de cette association psychiatrique américaine en charge du DSM, elle a été mise en évidence avec des analyses très poussées dès 2006, et des chercheurs ont montré que c'était particulièrement le cas dans les situations où des médicaments existaient et pouvaient être proposés. Alors, donc ça, en fait, j'ai déjà passé ça directement, tant mieux. Donc, je montrais, voilà. Alors,
Je reviens sur cette échelle très, très genrée pour dire que selon cette question du caractère genré des échelles a été soulevée très vite dans la littérature scientifique et en particulier par David Mechanic en 1978 qui a formulé l'hypothèse que les symptômes masculins ne prendraient pas la même forme d'expression de détresse que pour les femmes. Et cette hypothèse, elle a été vérifiée par de nombreux travaux, et notamment par Anne-Sophie Cousteau et Jean-Louis Pancation que j'évoquais à l'instant. Finalement, l'idée fondamentale, c'est que l'expression des troubles dépressifs renvoie au respect des rôles sociaux fortement genrés en lien avec le milieu social d'appartenance. L'expérience du mal-être à travers des symptômes physiques et psychologiques s'extériorise de manière différente pour les uns, les hommes, par des comportements d'addiction ou des comportements violents, et pour les autres, les femmes, par une consommation plus forte de psychotropes, des troubles de conduite alimentaire ou de déclaration des troubles dépressifs. Dans cette logique, vous voyez qu'avec l'utilisation de ces échelles, et j'insiste sur ce point, les troubles dépressifs chez les hommes sont largement sous-estimés. Or, le mal-être des hommes, le mal-être n'est pas étranger aux hommes. Je l'ai dit, les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes et les personnes qui ont des troubles dépressifs ont 60 à 90% de risque de développer des troubles anxieux d'après les études épidémiologiques. Et finalement, suicide et tentative, puisque j'ai dit que les hommes se suicident plus et les femmes se font plus de tentatives, seraient deux expressions distinctes d'un mal-être, la première principalement masculine, la seconde féminine. Si l'expression du mal-être féminin prend plus régulièrement la voie de la tentative de suicide que celle du suicide, on peut y voir, d'après Cousteau et Pansekun, l'intériorisation des habitus sexués, ce qui expliquerait la répugnance des femmes au recours à des formes violentes et inversement, entre guillemets, l'attraction masculine pour les comportements violents. Le mal-être ne s'observe donc pas directement, il s'approche par des manifestations prenant des formes disparates et l'origine des souffrances individuelles et leur intensité sont multiples. Il n'est donc pas étonnant que les réponses soient multiples, suicide, risque suicidaire, dépendance alcoolique, dépression, sentiment de solitude, boulimie, anorexie, diverses maladies mentales. Donc ce point-là est assez important. Ah, j'ai oublié, j'avais des belles diapositives pour vous. Oui, ça c'est comment dirais-je, c'est les données de Santé publique France pour expliquer les gens qui consomment, qui dépassent les repères recommandés en nombre de verres d'alcool. Et vous voyez que systématiquement, les hommes prennent plus d'alcool, s'alcoolisent plus fortement, plus souvent, plus fortement que les femmes. Et là, vous avez les données sur le suicide de 1980 à 2022, même s'il y a une forme de palier depuis quelques années, voire une légère remontée. Vous voyez que les hommes se suicident toujours beaucoup plus que les femmes. C'est les deux premières. La première courbe tout en haut, c'est les hommes, et tout en bas, c'est les femmes. Au milieu, c'est l'ensemble. Voilà. Et ça, c'était juste pour préciser que les variations des taux de suicide étaient extrêmement importantes selon l'âge, mais à chaque âge, les hommes se suicident plus, décèdent plus de mortalité par suicide que ne le font les femmes. Et cette diapositive-là est assez intéressante. Elle est tirée de l'article dont j'ai déjà parlé de Anne-Sophie Cousteau et Jean-Louis Pansekun, parce qu'elle montre bien, vous avez les risques suicidaires des hommes, des femmes, la dépression des hommes, l'alcool, vous avez ces différentes dimensions ensemble et qui montrent bien ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que l'expression du mal-être va être très différente selon le sexe. Et finalement, je prêche un peu contre ma paroisse aujourd'hui parce que cela invite, et je reviendrai dessus tout à l'heure, cela nous invite finalement à dire attention, si on ne travaille que sur la dépression pour comprendre les enjeux de santé mentale, eh ben, pour des raisons non seulement de statistiques extrêmement genrées, mais aussi pour des raisons d'expression sociologique, d'expression du mal-être, on va avoir un regard extrêmement biaisé du mal-être dans la population et on va surtout, si on ne travaille que sur la dépression, du coup, on va laisser de côté toute une série de manifestations de la souffrance de mal-être
pour les hommes. Donc c'est une invitation quelque part à faire attention quand on parle de dépression, on ne parle que de dépression. On peut interroger ce que c'est que la dépression, on peut interroger les limites de cet indicateur, mais si on veut parler de santé mentale, alors il nous faut prendre en considération les différentes formes, d'abord la critique que je vous propose des indicateurs qu'on utilise, mais les différentes formes que peuvent recouvrir l'expression du mal-être chez les hommes et chez les femmes. Alors, tout ça pour dire que ce qui est important dans cette logique où les formes d'expression du mal-être sont socialement déterminées, c'est donc une invitation à rompre avec une perspective naturaliste de la dépression, mais aussi à ne pas s'en tenir uniquement à une analyse genrée de la dépression, contrairement au titre que j'ai utilisé. En fait, j'utilise des titres dans mes interventions que je dénonce juste après, donc il faudrait que je sois un peu moins en tension contradictoire avec moi-même, mais sérieusement, ne pas interroger la dépression qu'au prisme du genre. Il faut aussi tenir compte des autres positions sociales des personnes, parce qu'en ne s'en tenant qu'à une lecture de genre, on risque de retomber dans une certaine forme d'essentialisation. Et donc, une fois de plus, je plaide pour une analyse intersectionnelle. Alors, pour vous convaincre à nouveau de l'intérêt d'avoir cette perspective extrêmement large et sociologique de l'analyse de la dépression, et le lieu m'y oblige, Maurice Halbach, dès 1930, aboutissait à la conclusion, je le cite, « Les troubles mentaux et tous les états qui leur ressemblent varient par l'effet d'influence sociale et de changement de la société. Mais comment en serait-il autrement, dit-il, la maladie mentale est un fait social qui doit s'expliquer par des causes sociales. » Et ce faisant, Halbach réconcilie les dimensions sociales et individuelles, observant que les motifs individuels qui conduisent à la dépression, qui favorisent la survenue d'une dépression, et les causes sociales du suicide sont indissociables. Alors, je reviens maintenant sur cette idée de différence quand même qui est mon entrée de lecture, de cette différence très marquée entre les sexes comme vous l'avez vu dans toutes les enquêtes. Pour nombre d'auteurs, et là je renvoie à la définition qui est proposée par l'INSERM, la dépression résulterait à la fois de facteurs neuroanatomiques, génétiques et inflammatoires. Et pour comprendre la plus grande vulnérabilité des femmes à cet état pathologique de la dépression, la piste, c'est de trouver des variations hormonales auxquelles les femmes seraient sujettes. Ces explications sont quand même souvent, il y a encore quelques chercheurs qui restent dans cette logique-là d'aller comprendre les troubles liés à la ménopause, etc., et uniquement ça, mais la plupart du temps, ces explications, elles sont quand même complétées par des explications qui mettent l'accent sur la prise en compte de facteurs de stress, qui serait en fait le stress déclencherait des processus neurobiologiques qui favoriseraient la survenue de la dépression, et les femmes seraient plus exposées que les hommes aux facteurs de stress de par leurs conditions de vie. Et les conditions de vie, c'est les inégalités salariales, la prise en charge du travail domestique, etc., les positions plus fragiles sur les marchés de l'emploi, etc., etc. Et elles sont plus souvent, comme on l'a montré dans des travaux précédents avec ma collègue Michel Ferrand, plus souvent que les hommes confrontés à des tensions normatives entre la gestion de leur double, voire triple journée. Et puis aussi confrontés beaucoup plus au stress, car, comme on l'a rappelé, confirmé dans la dernière enquête qu'on vient de publier sur les sexualités en France, elles sont beaucoup plus souvent confrontées aux violences conjugales et aux violences sexuelles. Mais ces interprétations se situent toujours dans une perspective individualiste qui met l'accent sur les questions de stress et qui relève beaucoup plus de la psychologie. Et donc, ça revient à chercher à tester l'hypothèse selon laquelle les femmes et les hommes réagiraient différemment aux événements stressants de la vie. Donc c'est vraiment une centration sur le paradigme du stress. Alors, cette conception naturalisante quelque part, puisque c'est le stress, pourquoi les femmes sont plus exposées au stress que les hommes, et donc ça produit des processus neurobiologiques qui favorisent la survenue de la dépression. Mais, comment dirais-je, des auteurs ont de longue date interrogé cette conception naturalisante et ont montré qu'elle a fabriqué une doctrine qui a été partie intégrante de l'ordre social, celle de l'infériorité biopsychologique des femmes. Et d'ailleurs, selon une croyance populaire encore très forte,
y compris parmi certains professionnels de santé, les états mentaux des femmes sont par nature étroitement liés à leur féminité et à leur fonction procréatrice. Et là, je renvoie aux travaux de Anne Lovell et de Ilana Lovi. Par exemple, bon, c'est loin, mais l'histoire est toujours intéressante à rappeler, au XIXe siècle, c'est les travaux d'Ilana Lovi, montrent que les médecins pensaient que l'utérus ou les ovaires, jouaient un rôle important dans l'hystérie et dans d'autres manifestations psychosomatiques. Ça, c'est les travaux de Yvonne Knebeler. De même, aujourd'hui, et vous devez le constater dans votre entourage, les sautes d'humeur des femmes continuent à être imputées au cycle menstruel et à la ménopause. Donc vous voyez que cette croyance à la vie dure et qu'elle continue vraiment à structurer un certain nombre de représentations dans le domaine des problèmes de santé mentale et de la dépression en particulier. Alors, je vais devoir accélérer parce que je ne vais pas avoir le temps de tout vous raconter. Mais en tout cas, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il y a l'analyse sociologique, à part le travail précurseur de Durkheim et le travail de Erving Goffman dans son fameux ouvrage L'asile, la sociologie de la santé mentale est encore relativement peu développée et surtout, je dirais, la sociologie de la santé mentale au prisme du genre. Bon, il y a quand même toute une série de travaux pour celles et ceux que ça intéresse qui sont très intéressantes à prendre en considération et qui finalement reviennent tout à dire que la notion contemporaine de santé mentale renvoie de plus en plus aux capacités d'adaptation des individus, aux aptitudes et aux habiletés accessibles en fonction de la constitution des subjectivités et du réseau social d'appartenance. L'apparition de troubles psychiques apparaît ainsi accentuée par une société déstabilisée, tant sur le plan du modèle économique que celui de l'organisation du travail, menaçant de plus en plus d'hommes et de femmes de désaffiliation au sens conjugué d'absence de participation à toute activité productrice et d'isolement relationnel. Donc ça, c'est les travaux de Castel, de Robert Castel, qui sont extrêmement importants à prendre en considération pour comprendre la production des sentiments d'exclusion et là, je reprends les travaux de Pogam. Et donc, c'est vraiment réinscrire la difficulté que les individus ont à s'adapter aux règles sociales qui sont fixées. Et ces règles sociales sont fortement normées. Et on pense aussi, évidemment, dans cette lignée-là, aux travaux d'Alain Ehrenberg, et notamment à son ouvrage majeur qui s'appelle « La fatigue d'être soi, dépression et société », publié en 1998 et que je vous invite à lire. Et dans ce travail, Ehrenberg rapporte la fatigue dépressive, qui, selon lui, a remplacé l'angoisse névrotique, a une défaillance par rapport à la règle sociale. Et c'est une grille de lecture extrêmement importante. Cette défaillance par rapport à la règle sociale, la valeur centrale de l'autonomie et la norme de performance propre au système économique actuel placent les individus dans des situations de grande fragilité. Ehrenberg décrit ainsi la dépression comme étant en partie produite dans le contexte contemporain, je cite, par la perte des repères dans les institutions et dans la société plus largement. Pour poursuivre dans cette lignée-là de travaux sociologiques, il faut citer les travaux de Christophe Dejour qui montrent, et de Vincent Gaugelhac, qui insistent quant à eux sur les rôles très importants de la transformation de la sphère du travail dans la production des souffrances psychiques de type dépressif. Donc vous voyez que toute cette approche-là, elle invite à considérer le contexte social, son évolution, les règles qui sont fixées, à mettre en perspective avec la difficulté que les individus, hommes et femmes, et de façon différente selon le sexe, selon le genre, mais aussi selon la position de classe, à faire face aux règles qui leur sont imposées. Alors, sur la santé, tous ces auteurs sont extrêmement intéressants par le cadre problématique général qu'ils proposent. Pour autant, la question du genre est curieusement absente de tous ces travaux. Alors, elle est absente, je l'ai dit, parce que la sociologie du genre est relativement récente, mais néanmoins, dans un article de 2004, Françoise Héritier, qui n'était pas du tout spécialiste de la dépression, soulignait quand même, dans le cadre d'un dossier spécial de la revue Sciences sociales et santé sur genre et santé, elle se montrait très critique envers certains présupposés, certaines analyses ayant cours dans la prise en compte du genre en matière de santé mentale et du biais que ça pouvait représenter de se focaliser sur les questions de reproduction
et qui contribuait, à travers les sautes d'humeur, etc., à essentialiser les enjeux. Et je cite Françoise Héritier, elle soulignait l'importance de tenir compte des conditions de travail, des conditions de vie et des souffrances individuelles qui s'accroissent au fur et à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale. Donc vous voyez cette critique d'une approche naturalisante centrée sur les enjeux reproductifs, mais bon, les enjeux reproductifs font toujours l'objet de beaucoup d'intérêt parce que c'est sans doute le rôle dévolu aux femmes, mais Françoise Héritier, donc vous voyez, dès 2004, critiquait ces approches-là en disant que la nécessité de regarder véritablement les causes sociales. Alors, dans les 10 minutes qui me restent, je voudrais quand même revenir à travers ce cadre-là. Donc vous voyez qui est comment un changement de paradigme complet, puisqu'il s'agit de considérer comment les individus peuvent ou non finalement répondre aux injonctions sociales qui leur sont faites, aux règles sociales qui sont censées organiser leur vie, et que l'hypothèse de base, c'est que quand les individus n'arrivent pas à répondre à ces règles, à respecter ces normes et répondre à leurs rôles sociaux qui sont de genre, qui leur sont attribués, là, c'est un terrain tout à fait propice au développement de troubles du mal-être et en particulier de la dépression, dont on a vu qu'elle s'exprimait plus facilement, que c'était plus facilement une modalité d'expression pour les femmes, renforcée par les échelles, que ça ne l'était pour les hommes qui vont plus se mettre dans d'autres expressions du mal-être comme les violences, l'alcool, le suicide. Alors, je vais passer. Dans la production donc, sociale de l'exposition au risque, donc j'ai resitué le cadre général, mais parmi ces normes, il y en a, je voudrais en citer 3 qui me paraissent importantes. Une qui touche tout le monde, c'est la norme procréative, sur laquelle j'ai travaillé longuement avec ma collègue Michel Ferrand, qui définit finalement les bonnes conditions en termes d'âge, de type de relation, de situation professionnelle, qui sont socialement définies pour avoir un enfant. Et la valorisation de la spécificité maternelle qui traverse les parcours de toutes les femmes de manière beaucoup plus accentuée que pour les hommes. Donc cette norme procréative, elle touche les femmes et les hommes, mais de manière beaucoup plus prégnante que les femmes. Et on a montré que cette norme procréative était extrêmement importante parce que les femmes qui n'adhéraient pas à cette norme qui refusent cette injonction normative, ça aura des conséquences importantes pour elles, notamment dans le cas d'un refus de projet parental. S'il est plus accepté aujourd'hui qu'une femme n'ait pas d'enfant, la norme dominante reste quand même l'épanouissement des femmes par la maternité, beaucoup plus que pour les hommes, et les femmes qui s'écartent de ce modèle-là sont beaucoup plus sanctionnés socialement que les hommes qui s'écartent de ce modèle et qui ne vont pas avoir d'enfants. Et on l'a vu par exemple, notamment avec la question du recours à l'avortement sur laquelle on reviendra, mais l'avortement reste toujours, même s'il est rentré dans la Constitution, une sanction sociale pour les femmes qui y ont recours parce que elles s'écartent, même si elles ont eu déjà des enfants et qu'elles ont assuré leur devoir citoyenne de reproduction de la France. Même ça, le fait d'avoir recours à l'avortement continue à être marqué, aujourd'hui encore, dans les données de notre dernière enquête de 2023, par un sentiment de culpabilité très important. Et cette culpabilité, c'est un facteur favorisant la survenue d'épisodes dépressifs. Et ça n'est pas au sens que le disent certains, le syndrome post-traumatique, les femmes qui avortent, du coup, vont se retrouver par l'avortement dans cette situation de troubles psychiatriques. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la manifestation de ce que représente le fait d'avoir recours à l'IVG, ce n'est pas l'acte qui est traumatisant, c'est le fait que l'avortement soit vu comme dérogeant à la norme. Ce n'est pas l'acte lui-même, bien évidemment. Alors, et je reprends, je pense aussi aux rôles sociaux et aux tensions qu'il peut y avoir sur les tensions entre la vie familiale et la vie professionnelle. Je cite un médecin épidémiologiste et sociologue qui disait récemment dans un article sur la dépression: si une femme s'occupe seule de son enfant en bas âge la nuit,
ça doit parler à beaucoup de personnes. Elle va pouvoir développer des troubles du sommeil qui entraînent une dépression très sévère. Le biologique est donc altéré, mais l'origine est sociale. Un médecin va-t-il analyser les rapports de pouvoir dans le couple pour expliquer cette dépression? Les femmes se sentent alors non seulement mal, mais également responsables de leur état. Et si je prends l'exemple des bébés qui pleurent la nuit et qui réveillent, c'est que ça touche tous les couples qui ont des enfants, sauf certains chanceux dont les enfants dorment en sortie de maternité. Mais je crois que c'est plus qu'on entend que la réalité, ça. Bref, en tout cas, le poids de ces normes pèse beaucoup plus sur les femmes, et je pense aussi à la norme conjugale monogamique. Je reviendrai dessus dans le cours consacré à la sexualité, mais les femmes qui s'écartent de cette norme, qui dérogent à cette norme, sont aussi beaucoup plus sanctionnées socialement que ne le sont les hommes. La production dans ces normes que les femmes et les hommes doivent respecter, il y a aussi la production des corps genrés qui participent aussi d'une institution normative du principe hiérarchique entre masculinité et féminité. L'effet des normes du corps dans l'anorexie frappe beaucoup plus davantage les adolescentes que leurs homologues masculins, comme l'ont montré de nombreux travaux, et notamment ceux de Muriel Darmon qu'on a entendu la semaine dernière. Et la dimension de corporéité peut avoir un lien direct avec les troubles dépressifs. Il y a beaucoup d'études en sociologie sur l'obésité qui montrent que l'obésité est plus souvent liée aux troubles dépressifs chez les femmes que ça ne l'est chez les hommes. Voilà. Alors, ces rôles sociaux de genre s'illustrent également dans l'articulation entre la sphère domestique et la sphère salariale pour les femmes et les hommes en couple. J'ai dit que même s'il y a eu des évolutions, le livre de Claudia Sénic qui vient de paraître, et notamment le chapitre d'Estelle Herbeau sur l'implication des pères dans la sphère familiale, montre que les inégalités au sein du couple sont encore très importantes et qu'elles ont des répercussions dans bien d'autres domaines où les femmes sont freinées, dans la vie professionnelle, dans leur engagement social, associatif, voire politique notamment, et les exposent à beaucoup plus de travail. Enfin, un autre point important, c'est le stress dans les tensions normatives dans le domaine du travail, qui révèlent souvent des dysfonctionnements plus généraux dans l'entreprise. On peut, comme le montre Karen Messing, ce n'est pas une question tant individuelle, mais une question qui renvoie à l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Et si la pénibilité du travail masculin est plus souvent apparente, elle peut susciter du rejet dans le fait d'affronter virilement l'effort et le danger. C'est-à-dire que c'est compliqué, parce qu'en même temps, c'est plus légitime que les hommes soient en souffrance au travail, et en même temps, le fait d'exposer, de dire une souffrance psychique pour un homme est beaucoup plus difficile socialement à exposer du fait des règles de masculinité, de cette masculinité hégémonique sur laquelle travaillent nombre de sociologues. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travaux qui montrent que les femmes ont tendance à invisibiliser les effets du travail sur leur santé, voire même, d'après Kergoat, à nier la pénibilité des risques. Il y a une espèce de paradoxe, parce que d'un côté, le fait d'être reconnu usé par le travail est un droit typiquement masculin, en France et dans d'autres pays, d'ailleurs, ça a été étudié. Et en même temps, les hommes ont plus de mal à déclarer des souffrances psychiques qui pourraient être liées au travail pour les raisons que j'évoquais à l'instant. Et comme l'écrivait récemment un sociologue Polesi, il disait « Porter un sac de ciment est pénible, tandis que porter 2 seaux d'eau pour le ménage est naturel. » Voilà. Même si on porte moins souvent 2 seaux d'eau. C'était 2011. Voilà. Bref, plus les hommes auraient tendance à considérer qu'ils ne répondent pas adéquatement aux pressions exercées par la masculinité hégémonique dont je parlais à l'instant, là je renvoie aux travaux de Connell, plus ils seraient à risque que ces tensions de rôle de genre génèrent un état dépressif. Et c'est intéressant parce qu'il y a une étude canadienne, un rapport qui vient d'être publié de collègues canadiens, qui montre que les hommes qui remettent en cause les exigences de la masculinité hégémonique et qui se sont du coup moins en porte-à-faux avec un idéal type préconçu sont moins à risque de dépression et de détresse psychologique que les hommes qui adhèrent à ces normes et qui font tout pour essayer de s'y conformer tant bien que mal. Donc vous voyez, oulala,
bon, ben voilà, ouh là 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 là, j'ai passé à la conclusion. J'avais trop de choses à dire, pardon. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est en tout cas sur la survenue de cette dépression, le cadre d'analyse que propose la sociologie est extrêmement intéressant et validé par toute une série d'études, à savoir cette espèce de tension entre le fait de devoir d'être exposé à des rôles sociaux imposés, à des normes qui concernent tous les champs de la vie. Et c'est la difficulté finalement à pouvoir s'adapter à ce cadre-là qui favorise des états de mal-être qui s'expriment plus facilement par la dépression pour les femmes. Alors, en vue d'ensemble très rapide, j'aurais dû mieux chronométrer mon topo. Ce que je voulais souligner, c'est que ces inégalités sociales en termes de mal-être et de santé mentale concernent tous les âges de la vie et elles se produisent même dès l'enfance, comme le montrent les travaux qui sont effectués à partir de la cohorte ELF, une cohorte de l'INED et de l'INSERM. Et que, donc c'est vraiment des inégalités qui existent dès la prime enfance. Chaque genre, ce que montrent les travaux, c'est que chaque genre a sa propre façon de répondre aux différentes tensions de la vie que je viens d'évoquer longuement. Et que c'est donc cette dimension, c'est vraiment le fait, c'est pas qu'un genre soit moins exposé, mais ils ne sont pas exposés, les hommes et les femmes ne sont pas exposés pour les mêmes raisons, pas de la même manière selon leur position sociale également, mais que de surcroît, ils y répondent différemment. Le travail de déconstruction des stéréotypes de genre et des rôles sociaux de genre était essentiel pour arriver à lutter contre ces tensions, pour favoriser la lutte contre ces tensions. Mais évidemment, l'enjeu majeur, c'est de lutter contre les sources mêmes de tensions, et notamment dans la sphère du travail. Il y a un enjeu très important de mieux mesurer la dépression, de mieux la dépister, peut-être avec d'autres échelles, ou en tout cas réfléchir au caractère éminemment genré, voire classiste de ces échelles, je dirais même voire lié aux positions raciales. Il y a un item qu'on retrouve très souvent, c'est est-ce que vous organisez moins souvent des dîners avec vos amis et votre famille ? Bon, alors déjà, c'est les femmes en général qui organisent les dîners, mais les personnes migrantes, leur famille, elle est souvent, enfin pour un certain nombre d'entre elles, elle n'est pas présente, donc c'est quelque chose qui ne va pas les concerner par définition. En tout cas, il y a un enjeu de mesure, de revoir les mesures de la dépression et du dépistage, en particulier pour les hommes qui paraissent en l'état actuel susceptibles d'être beaucoup plus souvent non dépistés que ne le sont les femmes, ce qui montre bien que quand on parle de rapport de genre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas juste les femmes sont défavorisées. Un rapport de genre, ça crée une inégalité entre deux groupes sociaux et qui peut être, vous l'avez vu la semaine dernière, on l'a vu la semaine dernière, parfois en défaveur des femmes, parfois en défaveur des hommes. En l'occurrence, pour les questions de santé mentale et de la dépression, ces rapports de genre, qui sont éminemment structurants, jouent en défaveur de la prise en compte du mal-être des hommes. Et puis, également, je l'ai évoqué, mais je reviens dessus en conclusion, c'est la question de mettre en place des politiques de prévention qui ne soient pas centrées sur une pathologie, mais sur le mal-être en général, pour les raisons qu'on évoquait, parce que, qui ne soient pas centrées que sur une approche par pathologie, parce que parfois on est aussi quand même obligé de cibler un peu les enjeux. Mais vous voyez qu'en centrant que sur une pathologie, on a un biais de genre presque par définition, puisque les sources d'expression qui sont socialement construites de ce mal-être sont différentes selon les femmes et les hommes. Donc si on ne travaille la question de la santé mentale que sous l'angle de la dépression, on va rater toute une partie du problème. À l'inverse, si on se centrait exclusivement sur les tentatives de suicide réussies, on raterait une autre partie du problème. Donc c'est plutôt une invitation à une approche en termes de mal-être en général qu'invite la lecture sociologique. Et puis, attention évidemment aux limites non, il ne faut pas faire attention aux limites de la démédicalisation. Au contraire, il faut faire attention aux limites de la médicalisation. Interroger plus à même pourquoi on a un taux de recours, d'utilisation de psychotropes aussi élevé. Et quand on voit, reprenez ce que je disais sur la classification mère de tous ces problèmes de dépression où les enjeux financiers sont démontrés
des gens qui participent à construire ces échelles et qui montrent que dès qu'il y a des médicaments à l'appui, eh ben, on va renforcer la mise en évidence de certains troubles. Voilà. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas prendre de traitement médicamenteux quand on a une dépression caractérisée. Ce n'est pas du tout le propos que je veux dire, mais c'est s'interroger sur, dans les politiques de prévention, sur tout ce qui peut être fait en matière de prévention et la place adéquate des traitements médicamenteux qui ne doivent pas être rejetés en tant que tels, mais dans la façon dont ils peuvent être surprescrits dans un certain nombre de cas et surtout la façon dont les recommandations médicales tendent à pousser à la médicalisation. Voilà, je suis désolée d'avoir un peu débordé. Je vous propose une petite pause et puis on reprend avec Camille Lancelevey. Merci.